Le rap français, en un mot, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que nos parents ont expérimenté, mais pourtant ils nous apprennent leur psychologie de l'échec? Faudrait un moment se réveiller. Même Elon Musk veut de l'attention. Même la Tour Eiffel, elle veut de l'attention. La Tour Eiffel, elle a Instagram. J'ai eu des gros regrets, et je veux plus en avoir. Plus jamais. Justement, je me lève tous les jours pour ne pas avoir de regrets. Ce qui est fantastique dans ce livre, et si vous l'avez pas lu, écoutez vraiment bien ce que je vais dire. Vous vous ferez plus d'amis en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en faisant tout pour que les autres s'intéressent à vous. On me demandait, ouais, tu la trouves belle, elle? Moi, je répondais honnêtement, tu sais. Oui, je la trouve belle. L'heure d'après, elle était au courant. Écoute, à ce moment-là, le jeu de séduction, il est mort, hein. Ils me disent souvent que je suis un gros connard. Mais en même temps, d'un autre côté, elles me disent, j'ai jamais vu un mec qui m'a aussi bien traité que toi. Il faut savoir, je suis un connard ou je suis quelqu'un qui traite extrêmement bien les filles. Mais je sais très bien que je le suis pas de base. De base, je suis juste un incel qui n'arrivait pas à avoir des filles quand il était à l'école parce qu'il était timide, qui n'osait pas les approcher et qui n'avait rien de réellement intéressant. Faut jamais mettre ses émotions dans le business. Dès lors qu'on met ses émotions dans son business ou dans sa réussite, on a de très grandes chances de finir perdant. Si vous êtes là aujourd'hui, j'ai même pas 1000 abonnés, mais vous allez me connaître. Vraiment, je vais m'imposer dans tout. Je vais devenir le meilleur dans tous les domaines. J'ai vu, t'as un tatouage de Fairy Tail. Ah oui, tu as reconnu. Ouais, je crois. Ça me fait toujours plaisir quand il y a des gens qui reconnaissent. Putain, mec, mais tu sais que moi, c'était vraiment, tu sais, un fantasme quand j'étais enfant, tu vois, le truc, tu sais, j'avais trop envie d'avoir, genre, mais que je me suis dit que, ouais, tu sais, je le ferai jamais, genre. Moi, je me suis dit, dès que j'ai vu l'anime, je me suis dit, dès que j'ai 18 ans, je le fais. C'est vrai? Ouais, au final, je l'ai fait à 19 ans. J'ai attendu un petit peu 1 an, parce qu'après, quand est venu le moment de passer à l'exécution, je me suis dit, bon, je vais peut-être un petit peu réfléchir avant. Puis j'ai réfléchi pendant 1 an, j'ai eu 19 ans, après je me suis dit, allez, je le fais. Ça y est, Ouais, voilà. Tu t'es dit, Ouais. t'étais prêt à Mais c'est le tatouage qui me fait le plus plaisir quand les gens le reconnaissent. Ah ouais? Aussi, c'est celui qui se voit le mieux, parce que j'en ai d'autres, mais ils se voient pas. Et, en fait, c'est génial parce que les gens qui connaissent pas, ils s'en foutront, ils vont dire, oh, c'est juste un tatouage stylé. Ouais. Et les gens qui vont reconnaître, ils vont dire, oh, c'est Fairy Tail. Ouais. En plus, ouais, je sais pas, moi, j'ai une affection particulière pour cet animé parce que, tu sais, il est un peu détesté par la majorité, tu sais, Exactement. des mecs qui veulent faire, justement, un petit peu les OG, comme on dit, tu vois, Ouais, qui voilà. veulent, je sais pas comment expliquer, mais, tu vois, c'est un peu le truc, qu'on rejette parce qu'il y avait un peu de fanservice, que c'était un peu plus enfantin, Ouais. etc. Mais pour moi, c'était vraiment, tu vois, le truc qui te vendait du rêve et, tu vois, avec toute l'ambiance qu'il y avait, genre, autour des guildes, des mages, etc. Enfin, c'était vraiment puissant, tu vois. Même, je lisais les scans à l'époque, je me rappelle quand j'étais petit, genre, je crois même, j'étais en primaire, je crois, quand je lisais les scans, il y avait Acnologia et tout, et, putain, Tu ça as me lu la faisait quête de kiffer. 100 ans? C'est la suite. Ouais, actuellement, c'est encore en parution. Tu sais que je crois que je l'ai pas fini, en vrai. Ouais. Je l'ai pas fini, mais, la quête de 100 ans, je sais pas, non, je crois pas, en vrai. Ouais, C'est bien, du coup? Ouais, c'est juste la suite. C'est après la fin, c'est comme un spin-off, mais c'est un spin-off officiel, vraiment écrit par l'auteur. Et franchement, c'est dans la continuité. Enfin, si t'as kiffé Fairy Tail, tu kifferas sûrement la quête de 100 ans. Ouais. C'est qui ton perso préféré dans Fairy Tail? Ouais. Erza. Erza? Ouais. Ouais, lourd, en vrai. Elle est trop stylée. Trop stylée. C'est l'exemple de ce qu'une femme devrait être dans la vraie vie, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ça tombe bien parce qu'après on va en parler de femmes aussi, donc toi, je pense que t'as aussi un avis, moi j'ai un avis, donc ça va être intéressant. Tu m'as dit que sur certains points on se rejoignait. Ouais, Ça ouais. va être super cool d'avoir nos deux avis. Bon, ça nous fait une bonne petite intro. Une bonne petite introduction. Les gens ils sont venus, ils ont cru qu'ils allaient assister à un podcast sur l'entrepreneuriat. Ils se retrouvent dès le début, ça parle de Fairy Tail. Mais bon, Voilà. vous inquiétez pas, on va vite revenir. Mais ça que j'aime bien aussi dans certains podcasts, c'est le style un peu plus conversationnel où tu te retrouves dans des petits chemins que t'avais pas prévus, tu vois. Exactement. Parce ouais, que bon, c'est tout l'avantage qu'une vidéo scriptée, qu'une vidéo préparée ne pourra jamais faire. C'est-à-dire partir dans des sujets. Bon, parfois ça peut être un avantage, parfois ça peut être un inconvénient, mais je pense que quand c'est bien maîtrisé, ça peut donner plus d'authenticité. C'est ça, tu vois, genre en vrai, moi je kiffe le format des podcasts parce que ça te permet d'aller un petit peu plus en profondeur, quoi. Oui. C'est quelque chose que t'écoutes pas, enfin pas passivement du coup, mais quand tu fais quelque chose en même temps, quand t'es à la salle, quand je sais pas, tu fais ton ménage, ce que tu veux, et au moins tu sais, ça fait un peu le contre-pied, genre à tous les contenus courts, tu vois, qui prennent grave de la popularité depuis l'arrivée de TikTok, etc. Bah, c'est vrai qu'on a grave perdu en profondeur par rapport à quelques années avant où, tu vois, les vidéos YouTube, c'était quand même plus travaillé, bah, un peu comme le format que tu proposes toi. Et depuis qu'il y a eu, tu sais, l'arrivée des shorts et tout, on avait perdu un peu ce truc. Et l'arrivée des podcasts, ça contrebalance, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du format? Je pense que aujourd'hui, il y a 2 formats qui vraiment sont les plus regardés. C'est le format très très long d'un côté et le format très très court d'un côté. Le format intermédiaire, je pense qu'il est moins demandé et qu'il est moins regardé qu'avant.
Moi, actuellement, je propose toujours du format intermédiaire parce que c'est celui où j'estime qu'actuellement, je peux apporter le plus de valeur. Et actuellement, j'attends encore un petit peu d'avoir plus d'audience pour vraiment passer au format podcast. Bien sûr, le format intermédiaire existera toujours et fonctionnera toujours. Mais actuellement, ouais, c'est les deux formats qui prennent le plus d'ampleur. C'est un peu dommage pour le format short parce que moi, personnellement, je suis pas du tout consommateur de ce Ouais. genre de format. Je le trouve très très pauvre et malheureusement, il a un impact très 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 négatif sur notre concentration. Hmm. Aujourd'hui, je sais très bien que si je commence à regarder du format short de manière répétée, ma concentration, rien que sur ma lecture, ça va en prendre un coup. J'ai essayé pendant un temps, je me suis dit, je vais faire un test, je vais regarder pendant quelques jours que du format short. C'est un test assez bizarre, hein. Mais je me suis dit, je vais faire ce test-là. Et après, j'ai recommencé à lire et je me suis rendu compte, rien que passer quelques jours à regarder du short, ça a un impact négatif sur ma concentration. Donc à ce Ouais. moment-là, je me suis dit plus jamais. C'est vrai. Plus jamais. Ouais. Je sais pas, parce que tu vois, en soi, on va dire que bah, avant, le format le plus répandu, c'était les livres, tu vois, clairement. Puis ensuite, la télévision est arrivée, on a commencé à consommer des choses de plus en plus courtes. Et même, bah, je sais pas toi, mais la lecture, j'ai dû un peu me faire violence pour m'y mettre. Parce que j'avais déjà pas cette capacité de concentration, tu vois, pour lire, voilà, pendant 2, 3 heures d'affilée. Et en vrai, je veux dire, ce qu'on consommait de base, c'était déjà assez pour tu vois, pour voilà, perdre le truc. Après, c'est sûr que ouais, là, genre là, si tu consommes principalement des contenus short, ta mémoire, elle en prend un coup, enfin ta concentration plutôt, Ah, mais ta capacité ça te d'attention. bousille le cerveau. Tu Hmm. sais que même le patron enfin le PDG, le boss de TikTok, ses enfants ne consomment pas TikTok. Ses propres enfants sont interdits de TikTok. Donc à partir du moment où tu interdis à tes enfants de consommer ce que toi-même tu crées, Hmm. c'est que quelque part tu as conscience que ce que tu fais c'est mauvais. Ouais, Tu vois. Après, je lui jette pas la pierre parce qu'il fait ce qui marche. Hein. Si aujourd'hui, comme j'aime bien dire, j'aime toujours dire l'expression, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Donc les gens, ils aiment quelque chose, tu leur donnes ce qu'ils aiment, quoi. Donc voilà, moi je jette pas la pierre à ce genre de contenu, tu vois. est-ce que Mais simplement je le consomme pas. tu penses que c'est une bonne chose d'aller à contre-courant justement en tant que producteur? C'est-à-dire, En vrai, ce que je veux dire, c'est que bah soit tu te positionnes de la manière que ça fait partie de la nature humaine. Tu vois, c'est un petit peu comme les news, t'en as pas mal parlé, j'aimerais bien aussi qu'on aborde le sujet. Tu vois, le biais de négativité. Et là, pour le coup, bah, le fait que les contenus deviennent de plus en plus courts et engageants, soit tu l'utilises ce levier-là, tu vois, qui fait partie de la nature humaine, et donc tu sais que ça sera beaucoup plus dur de changer le comportement de toute la population plutôt que d'utiliser ces leviers-là pour ton propre succès, ou plutôt te positionner un petit peu, voilà, on va dire contre ça et essayer de proposer des trucs différents du coup. c'est une question très intéressante. Je vais apporter une nuance. Dans la forme, il faudrait pas se positionner à contre-courant. Les gens aujourd'hui consomment du contenu court, donne-leur du contenu court. Les gens aujourd'hui veulent un certain format, donne-leur le format qu'ils aiment. Tu sais très bien que si tu fais un format qui ne plaît pas, ça va t'attirer aucun bénéfice. En revanche, sur le fond, c'est là où il faudrait se placer à contre-courant. Hmm. Il faut leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu ou jamais vu, mais dans un emballage qu'ils connaissent, parce que Hmm. sinon ils n'ouvriront pas. Donc c'est là où la question elle est très intéressante, c'est que si tu te positionnes à contre-courant ou tu essaies de faire quelque chose qui n'intéresse pas, que ça soit du contenu ou bien ton produit, parce qu'au final après si tu veux vendre un produit, et la finalité de ton produit, c'est qu'il fonctionne. Mais pour qu'il fonctionne pour toi et qu'il te rapporte de l'argent, ou alors le résultat que tu es venu chercher, il faut qu'il intéresse. Si ton produit n'intéresse pas, ça ne sert à rien de continuer en fait. C'est comme créer un tunnel de vente où tout le process du tunnel est très bien fait, mais la porte d'entrée à ce tunnel de vente, elle est mauvaise. Si c'est mauvais, ce qu'il y a ensuite, ça sert à rien. Enfin, je veux Ouais. dire, pour donner une comparaison avec les femmes, c'est comme si une femme, elle est prix Nobel de la paix, astrophysicienne, mais si elle est moche, on va pas la calculer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Donc il faut toujours que le format plaise, et puis après le fond est là pour apporter, pour contrebalancer justement, Hmm. pour briser un schéma ancré dans la tête du client ou du consommateur ou du viewer si tu crées du contenu. Ouais. Pareil, en vrai, je pense que bah,
c'est la manière sur laquelle moi je vais essayer de me positionner. Je trouve que c'est la plus intéressante. C'est de pas essayer d'aller à contre-courant de la nature humaine, mais justement, tu vois, d'utiliser la forme, comme tu dis, et sur le fond, là, essayer de faire la différence en rendant, bah, justement, peut-être des concepts intéressants, plus accessibles. Tu vois, par exemple, les livres d'Alex Hormozy, il le dit, lui, tu sais, il a un logiciel qui s'appelle Hemingway, et le but, c'est que si une phrase n'est pas compréhensible par un sixième, enfin, je sais plus, tu sais, il y a l'équivalent en classe américaine, bah, il réécrit, tu vois, en simplifiant la phrase. Et au final, bon, tu vois, la première réaction que j'avais eue, c'était, ouais, fait un peu chier, quoi. Si tout le monde commence à aller par cette pente, le niveau global va descendre. Mais en fait, enfin, son objectif, c'est rendre les concepts du business plus accessibles. C'est pas, tu vois, d'augmenter le niveau grammatical et, enfin, de vocabulaire global de la population. Et ouais, à ce compte-là, je trouve que c'est beaucoup plus efficace plutôt que de faire un truc qui n'est pas accessible, dont les gens ne vont lire que 20% du livre et ne vont pas pouvoir absorber la valeur de son contenu, quoi. Mhm. Exactement. Bah, c'est comme moi, je consomme pas de contenu d'Alex Hermosi. Enfin, tout ce qui est un peu trop connu, tout ce qui est un peu trop connu, comme par exemple les podcasts Fresh and Fit, tout ça, j'avais regardé un temps, mais après, dès que je me suis rendu compte que c'était trop connu, j'ai arrêté de regarder. C'est un peu comme en France, tout ce qui est influenceur mainstream, les Yomi Denzel ou Sama Hamar, tout ça, j'ai jamais regardé un épisode de Sans Permission jusqu'à la fin, tu vois. Ok. Et donc, je consomme pas son contenu, mais par contre, je pourrais quand même apporter un avis sur sa pensée. C'est qu'il a raison. Et s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est quand même qu'il réfléchit d'une certaine manière et que ça fonctionne. Tu vois. Mm. Donc, quand tu prononces un discours ou quand tu écris un livre, pour reprendre exactement son exemple, la finalité, c'est que ton consommateur moyen, il comprenne. Tu veux être compréhensible. Et parfois, même, ça sert à rien de mettre des mots qui sont trop compliqués. Ce qui fait un bon pédagogue, ce n'est pas sa capacité à mettre des mots compliqués. C'est sa capacité à être compris. À partir du moment où un pédagogue est compris, on peut dire que le pédagogue a bien fait son travail. Mm. Donc, le plus important, c'est d'identifier la personne à qui tu t'adresses, le consommateur moyen, ton client moyen, et d'être compréhensible par lui. C'est le plus important. À partir du moment où tu fais ça, t'as fait 50% du travail. Non, bah, exactement. Je suis totalement d'accord. Du coup, revenons un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu, voilà, on va dire ton parcours de vie dans les grandes lignes et comment t'es arrivé justement à la création de contenu, peut-être même au développement personnel et voilà quoi. Mhm. Alors, toujours un petit peu compliqué de parler de moi parce que j'apporte beaucoup d'importance à ma vie privée. Donc, je vais parler de ce qui est abordable. Pas de souci. Alors, j'ai arrêté les études au lycée. Après le lycée, je me suis direct rendu compte de la supercherie des études. D'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo pour dire à quel point ce système-là n'était pas fait pour ceux qui voulaient réellement réussir. Mais j'aimerais apporter une nuance à cette vidéo. On va encore digresser. Mais je pense que si tu sais ce que tu veux faire et que cette chose-là se trouve dans les études, alors vas-y. Fais des études et va au bout de tes études et ensuite fais ce que tu veux faire si tu sais ce que tu veux faire. Si tu sais ce que tu veux faire, mais qu'en revanche, ça ne se trouve pas dans les études, arrête. Là, ce serait con de continuer. Tu vois. Si maintenant tu ne sais pas ce que tu veux faire, arrête également les études. Et j'aimerais même rajouter un autre point. Si tu veux devenir riche, ne fais pas d'études. Donc voilà, après le reste, je pense que je l'explique assez bien dans ma vidéo sur les études. Mais donc voilà, moi je faisais partie de celui qui sait à peu près où il veut être, qui n'a pas non plus une vision exacte, mais qui sait à peu près. Je voulais être libre financièrement. Je voulais devenir quelqu'un de développé, de charismatique, d'éloquent, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un homme de haute valeur, tout simplement. Donc je quitte les études et là je me rends compte que j'ai aucune compétence, que je suis une merde, que je sais rien. Tu vois, que sur le marché du travail aujourd'hui je ne vaux rien. Enfin, à l'époque, au moment où j'ai quitté les études. Donc j'ai fait les boulots de quelqu'un qui n'avait aucune compétence sur le marché. C'est-à-dire, je suis allé m'inscrire dans des agences d'intérim, j'ai commencé à travailler, j'ai fait de l'aide pour les plombiers, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait de la manutention, du déménagement. Donc, je me suis fait un petit peu d'argent. Et après, j'ai commencé un petit peu à regarder des contenus de développement personnel sur Internet, tout ça. J'en ai toujours un petit peu consommé, notamment à l'époque où j'étais un petit peu ce qu'on a. Alors là, c'est un petit peu bizarre. Je vais me confier.
Mais j'étais un petit peu à l'époque Allons-y. ce qu'on appelle un incel, tu vois, Ok. dans le sens où moi, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'époque à l'école, au collège, même au lycée, bah je plaisais pas. J'avais aucune fille, j'étais trop timide. Hmm. Et donc, pour un petit peu essayer de contrebalancer ça et comprendre comment les relations fonctionnaient, bah, je regardais beaucoup de vidéos, je m'informais, j'essayais de savoir comment ça fonctionne, etc. Euh, j'ai aussi fait beaucoup de drague de rue. On va en parler aussi après. Et, euh, et après, j'ai commencé à lire des livres. Je me suis rendu compte que la plupart des influenceurs, des gourous, on peut dire, des créateurs de contenu de tout type, puisent leur contenu dans les livres. Et très souvent, c'est du mauvais recraché. Donc, plutôt que d'écouter celui qui est parti s'informer sur des livres, bah autant moi aller lire ces livres-là. Ce sera mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire des livres il y a quelques années. Et en parallèle, je me suis aussi intéressé au business en ligne. Avec tout le bagage que j'avais, avec tout l'argent que j'avais réussi à économiser. Donc, j'ai lancé des petits business. Du copywriting, du dropshipping. J'en parle sur la vidéo du dropshipping qui est ma vidéo la plus vue à l'heure actuelle. Plus pour longtemps. Hmm. Mais j'ai lancé aussi du coaching parce qu'avant, j'avais fait des années de boxe. Ça aussi, on va en parler si tu veux. Donc, j'avais une expérience solide en boxe et donc j'ai coaché des gens. On a la chance, toi et moi, d'être euh, dans un endroit qui se trouve aujourd'hui en train à même pas 20-30 minutes de Monaco. Et j'ai aussi beaucoup travaillé là-bas. J'ai eu un emploi il y a pas très longtemps. C'était le dernier emploi que j'ai fait avant de totalement quitter le salariat. C'était éducateur pour des enfants en situation de handicap. Et j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, je me suis également fait des contacts là-bas, des connaissances que après j'ai pu ensuite convertir en clients. Et là-bas, en général, ils ont pas mal d'argent, toi-même tu le sais. Et donc après ça, donc je me suis lancé, je t'ai dit copywriting, dropshipping, coaching, etc. Et après, je me suis rendu compte que ça payait bien. Sur le dropshipping, j'ai réussi à générer pas mal d'argent avec, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Les marges étaient un peu trop faibles à mon goût. Et donc là, je me suis posé la question maintenant, qu'est-ce que je fais? Avec l'aide d'un ami, on a pris la décision d'ouvrir un centre pour à notre tour accueillir des enfants en situation de handicap. On s'est basé sur ce qu'on savait faire. À ce moment-là, on s'est basé sur les compétences qu'on avait. Bah, écoute, moi, quelle est la chose que j'ai effectuée le plus longtemps? C'est m'occuper de personnes en situation de handicap. Donc, c'est une chose sur laquelle je suis compétent. Et quand on lance un business, avant d'essayer d'aller chercher de nouvelles compétences, pourquoi pas se concentrer sur des compétences qu'on a déjà? C'est ce qu'on a fait. Avec l'aide d'un ami, on a ouvert ce centre. Et dès le début, on s'est rendu compte de la demande colossale qu'il y avait. Surtout dans le sud, il y a vraiment une demande colossale. On s'est très vite retrouvé à être full. On était complet, on n'avait plus de place. Donc ça a super bien marché. On a fait ça pendant quelques mois. Au bout de quelques mois, ben on a dû fermer pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes un petit peu privés, des choses que je n'expliquerai pas ici. Mais principalement, c'était problème de normes de sécurité et un deuxième problème qui était plus du domaine du privé. Donc voilà. J'ai quand même réussi à générer pas mal d'argent avec. Et puis après, je me suis lancé dans la création de contenu. Et aujourd'hui, le consulting, qui aujourd'hui, avec une petite audience, me permet de générer un petit bon billet. Donc voilà. La preuve que il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour pouvoir générer ses premiers revenus. Ok. Actuellement, tu fais du consulting sur quel domaine? Sur le business et principalement sur le closing, sur les méthodes de persuasion. C'est une des choses qui me passionne le plus, c'est une des choses que j'ai le plus étudié, c'est la persuasion. C'est comment être un bon communicant, comment inspirer confiance sur son produit. Et ça m'a vraiment donné envie de l'apprendre aux gens. Tu vois, quelle est la chose la plus importante? Parce que tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu n'es pas en mesure d'inspirer confiance sur celui-ci, ça n'intéresse pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est qu'un produit intéresse. À ce moment-là, s'il n'intéresse pas, ça peut être le meilleur produit du monde. S'il n'intéresse pas, on s'en fout. Donc, donc voilà, c'est plus la persuasion, méthode de closing
Et je gère beaucoup mes clients au téléphone. Mais tout ce qui est prospection, etc., ça se fait beaucoup au téléphone. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe. J'ai 2 assistantes qui s'occupent de faire de la prospection pour moi. Et j'ai après pour ce qui est de la création de contenu, de temps en temps j'ai un monteur, il monte mes vidéos. Certaines c'est moi qui les monte parce que j'aime bien le montage. J'ai fait aussi du montage vidéo. J'ai fait aussi du montage vidéo pendant l'époque où j'essayais des petits business. J'ai fait également du montage vidéo. Aujourd'hui, ça me permet de continuer à monter certaines de mes vidéos, de également d'en déléguer certaines autres. Et donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le montage? Ouais, il y a une chose sur laquelle je prête attention, c'est vraiment que mon monteur, il peut faire tout ce qu'il veut sur l'image. Par contre, la musique, c'est moi qui m'en occupe. J'accorde beaucoup d'importance à la musique, à la manière dont je vais transmettre les émotions à mes téléspectateurs. Donc la musique, c'est moi qui m'en occupe. Si voilà, sinon après le reste du montage. Voilà. Et après sur le reste de mon équipe, j'ai quelques graphistes et voilà, ça change souvent. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche de quelques graphistes. Donc à tout moment, si vous avez les compétences nécessaires, envoyez-moi votre travail, envoyez-moi ce que vous savez faire et puis on s'arrange. Ok, bon bah vous avez entendu, il y aura ses réseaux dans la description, dans les show notes du podcast si vous voulez le contacter. En tout cas, c'est intéressant, t'as un parcours vraiment assez varié, et on va dire assez atypique. Du coup, t'as fait à la fois des business physiques, des business en ligne. Quand t'as arrêté les études, tu m'as dit que justement c'était pas très clair, mais est-ce que justement, enfin pour Mais en revanche, quand il faut passer à l'acte, les gens vont peut-être se motiver un jour, 2 jours, et puis après c'est dur. Hmm, Donc c'est pour ça que je dirais jamais que la réussite est faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas réussir et heureusement. Voilà, si tout le monde pouvait réussir, ce serait pas intéressant. c'est sûr. Il y a un point que je vais aborder dans ma prochaine vidéo, ça, c'est le fait aussi que la réussite est intéressante, nous donne envie, aussi parce qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Si tout le monde pouvait avoir la même réussite que toi, bah, ça serait plus assez intéressant de réussir. Voilà. On dit souvent qu'il faut pas se comparer aux autres, mais inconsciemment, on se compare tout le temps aux autres. Tu peux faire le choix d'arrêter de te comparer, mais il y aura toujours une petite partie de toi qui se dira, oh, lui, il a réussi et moi, je suis une merde. Ça, tu peux pas l'éviter. Donc, Ouais. voilà. Ouais, bah, j'ai plein de trucs sur rebondir sur la dernière partie, mais avant, pour pas éclipser le fait, c'est quand t'étais dans la phase de salariat, du coup, c'était quoi ton expérience de celle-ci? Est-ce que au final, tu t'es rendu compte que ça a confirmé ce que tu pensais, ou comme, je sais pas, peut-être que t'avais déjà un espoir et des projets futurs, bah, on va dire que tu supportais plutôt bien cette phase. C'était quoi ton état d'esprit pendant cette période? Ça a confirmé ce que je pensais. Confirmer ce que je pensais. Je me rappelle que quand je prenais le train pour aller à Monaco, Hmm. je sais pas si tu as déjà pris le Ah. train de manière très régulière. Ouais, bah, moi, je prenais le train, Parce que de temps en pour temps, aller. l'après-midi, ça va, il y a pas trop de monde. Mais tu vois, quand ils montrent le métro de Paris là avec le montage avec les rats, Ouais, ben ouais. c'est exactement la même chose. C'est effrayant. C'est-à-dire que les gars, vous croyez que Monaco c'est très très prestigieux, etc. Mais c'est prestigieux à Monaco. À partir du moment où on rentre dans la gare, là, ça devient vraiment tu comprends vraiment le sens du mot rat race. Hmm. Donc, euh, donc voilà, mon expérience de salariat, ça fait que confirmer ce que je pensais. Voilà, un patron qui te donne des ordres, un patron qui te dit à quelle heure te lever, quoi faire, qui s'en bat les couilles de ta gueule. Voilà, ça n'a fait que confirmer. Ok, je vois. Et du coup, là, ton projet, c'est de grandir en tant que consulting ou comment tu verrais ta carrière future? T'as envie de te développer dans un domaine en particulier? Tu m'as dit que là, la vente, c'était quelque chose, la persuasion, quelque chose qui t'intéressait. C'est Ouais, vraiment cet aspect-là que t'as envie de développer? ouais plus précisément le closing. Closing. Le closing, être en face d'un prospect et réussir à lui communiquer à quel point ta solution est la meilleure pour lui. C'est ça qui me fait le plus plaisir. J'allais dire un autre mot bizarre. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Donc, c'est aussi ce que je vois où il y a c'est le truc où il y a aussi le plus de lacunes. C'est que la plupart des gens ont un bon produit. Tu vois, aujourd'hui, c'est très facile d'avoir un bon produit. Tout le monde a un bon produit. Mais réussir à inspirer confiance sur celui-ci et réussir à démontrer la valeur, c'est une chose sur laquelle la majorité des gens ont des difficultés. Donc, il y a de la demande. C'est un truc qui me fait plaisir. C'est un truc que je peux faire pendant des années. Donc, à partir de ce moment-là,
je continue à le faire. Ok. Alors, pourquoi ta stratégie de contenu est assez large, on va dire? Tu Ouais, traites de pas mal de sujets, ouais, on va dire de tous les aspects du développement personnel quand même. ouais. Pourquoi t'as fait ce Ouais, choix-là? j'anticipe ta question. Pourquoi est-ce que si ton sujet est aussi niché, Mhm. pourquoi est-ce que si ton domaine d'expertise est aussi niché, pourquoi est-ce que tu te diversifies? Pourquoi est-ce que tu... Ouais, ben ça c'est très intéressant. C'est que tout est personal branding. Tout n'est que personal branding. C'est-à-dire que si demain je faisais des vidéos où je ne parlais que de closing, je n'aurais pas les mêmes résultats. Bon, j'ai pas des résultats de fou non plus, mais disons que voilà, j'ai quelques mois de création de contenu derrière moi. Je crois que j'ai 4-5 mois. La première vidéo date de 4 ou 5 mois. Je suis presque à 1000 abonnés. J'avais pour objectif, d'ici fin 2024, de passer les 1000 abonnés sur YouTube. Et là, je me rends compte que je vais l'atteindre assez facilement. Donc, je sais très bien que si je parlais que de closing, je n'aurais pas fait autant de vues. Et ce que je démontre, c'est certaines compétences. Tu vois, quand je fais des vidéos, quand je suis devant la caméra, je m'exprime bien. Je suis assez convaincant dans ce que je dis. Et la capacité à être convaincant, c'est une des capacités les plus importantes dans le closing, justement. Donc, je vais pas aussi en dévoiler trop sur mes stratégies, mais tout se rejoint. Tout se rejoint. Voir quelqu'un de convaincant qui s'exprime sur n'importe quel sujet, et aujourd'hui j'aurais pu m'exprimer sur n'importe quel sujet. Si je parle de relations hommes-femmes aujourd'hui, si je parle de business, enfin, je parle de business parce que j'ai un business, mais si je parle de business d'une manière générale, si je parle de psychologie évolutionniste, c'est aussi parce que ça me passionne. Mais d'un côté, quand je fais une vidéo sur sur le féminisme, pardon, le soir, je suis pas là à regarder des vidéos de féministes. Tu vois, je suis pas là à aller voir ce que Sandrine Rousseau elle a dit hier sur le plateau sur le JT. Tu vois, donc si je parle de ça, c'est aussi parce qu'il y a il y a une demande et parce que ça génère de l'attention. Il faut obtenir l'attention. L'attention, c'est la chose la plus puissante que tu puisses avoir dans un business. Je sais pas si tu connais le principe AIDA. Attention, intérêt, désir et action. Il faut avoir de l'attention. Aujourd'hui, n'importe qui te dira que tu n'as pas besoin d'attention pour réussir, c'est faux, c'est un menteur. Même Elon Musk veut de l'attention. Tout le monde veut de l'attention. Même Mark Zuckerberg veut de l'attention. Même la Tour Eiffel, elle veut de l'attention. La Tour Eiffel, elle a Instagram. Donc tout le monde en veut. Et pour avoir de l'attention, il faut parler aux gens il faut parler aux gens de sujets qui les touchent, même si c'est pas forcément ton domaine d'expertise. Après, je m'y connais plutôt bien. Je ne vais pas, je ne vais pas non plus m'empêcher de me jeter des fleurs. Je m'y connais plutôt bien sur les relations hommes-femmes et sur tout le reste. Ok, ouais, bah, c'est intéressant. C'est vrai que il y a un petit peu deux écoles par rapport à ça. Il y a les gens qui font vraiment du contenu qui démontrent leur expertise et qui ne sortent pas trop de leur niche, ou en tout cas, tu vois, qui vont vraiment se positionner sur ça. Et puis, voilà, il y en a qui vont moins optimiser pour la conversion, mais plus pour le volume général. Et puis voilà, au final, la conversion se fera quand même. Du coup, ouais, c'est un peu plus ta stratégie, c'est ça? Exactement. Ok. Chacun peut choisir de. Après, tu peux mettre aussi ton degré de personal branding en faisant seulement du contenu lié à ton domaine d'expertise. Mais ça prendra un peu plus de temps. Mais du moins, tant que tu as le personal branding, tu réussiras vite. Parce qu'une marque qui n'a pas de personal branding, c'est compliqué. On la connaît pas. Ça met du temps à s'installer. Et même les grandes marques prennent comme égérie des modèles de personal branding. Par exemple, Under Armour va prendre Anthony Joshua. Hugo Boss va également prendre Anthony Joshua. Anthony Joshua, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un personal branding. C'est quelqu'un qui a des fans, qui a une audience derrière lui, qui est soutenu. Les gens vont acheter parce que c'est Anthony Joshua, tu vois. Et le personal branding, c'est un peu ça. C'est ce qui va faire que les gens vont acheter non pas parce que tu as le meilleur produit, mais avant tout parce que c'est toi. Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te connaissent et qu'ils sont, en un sens, amoureux de toi. Ok, ouais. Je vois intéressant. En tout cas, je comprends ta stratégie. Et du coup, bah, si t'as eu des résultats déjà assez cool et félicitations pour toi Merci et beaucoup. continue dans cette voie. En tout cas, j'ai pas mal aimé tes vidéos. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque directement, c'est que voilà, tu t'exprimes bien, t'as une bonne éloquence. On t'a fait une vidéo sur ce sujet, mais on va dire que justement, les gens qui nous regardent te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais, voilà, donner quelques conseils pour améliorer son éloquence? Est-ce que toi, de base, du coup, enfin, tu l'as dit dans ta vidéo que de base, c'était pas quelque chose que tu avais de manière innée, de manière naturelle, c'est quelque chose que tu as travaillé. Donc voilà, si tu devrais conseiller quelqu'un qui souhaiterait s'améliorer sur le sujet, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. La première chose, je lui dirais, va voir ma vidéo.
déjà. La deuxième chose, c'est que je rajouterai un petit peu des conseils. Ce que je dirais, c'est vraiment de prendre son temps, de pas essayer de parler vite tout de suite. Parce que là, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai à certains moments augmenté le débit de parole. Parce que je sais de quoi je parle, tu vois. Et c'est justement le fait de savoir de quoi tu parles qui te permet d'avoir un débit de parole qui est différent des autres. Une personne qui ne connaît pas son sujet n'est pas en mesure de parler aussi vite que moi parce que cela lui demanderait beaucoup trop de réflexion, tu vois. Et donc, premièrement, prendre son temps. Vraiment, ça sert à rien de se presser, tu vois, on est là, on est posé, mais moi, je me rends compte que je me presse un petit peu tout à l'heure. Je vais un petit peu me calmer. Et la lecture m'a beaucoup aidé. Mais je sais que pas tout le monde aime lire. Je sais que pas tout le monde aime lire. Donc, euh, je recommanderais, tu as forcément des modèles autour de toi, ou alors tu es forcément fan de personnalités qui elles-mêmes s'expriment bien. C'est forcément le cas, à moins que ce soit des footballeurs ou des rappeurs. Même je sais qu'il y a même des rappeurs, tu vois, qui leur instrument c'est leur voix, mais pourtant quand tu les entends parler lors d'interviews, on dirait qu'ils savent pas aligner deux mots. Donc pour revenir sur le sujet principal, parce que je me rends compte que quand j'ai pas moi-même prévu la vidéo, je digresse beaucoup, tu vois. Mais pour revenir sur le sujet principal, tu as forcément autour de toi des modèles qui s'expriment bien. Regarde-les de manière active et demande-toi qu'est-ce qui fait que cette personne-là s'exprime bien. Une fois que tu as identifié ces caractéristiques-là, reproduis. C'est tout. Regarde une personne qui sait bien faire et fais comme elle. Nous agissons par mimétisme. S'il y a bien une caractéristique qui a permis à l'humain de devenir l'espèce la plus évoluée, c'est sa capacité à, à mimer, à reproduire le comportement des autres. Donc, regarde quelqu'un qui sait bien s'exprimer et fais comme lui. Au niveau de l'articulation, j'ai donné le conseil. Le stylo dans la bouche, parle. Ça, c'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à faire plus de traction. Bah, tu sais déjà faire quelques tractions, fais des tractions lestées. Tu vas voir que quand tu vas retirer le poids, tu vas en faire beaucoup plus. C'est pareil, tu vas retirer le stylo. Le stylo, c'est comme un poids. Tu vas retirer le stylo, tu vas parler beaucoup mieux. C'est pas compliqué. Je sais que c'est un travail qui est très très dur. Parce que moi-même, j'ai expérimenté ça. Ça m'a pris énormément de temps avant de pouvoir bien parler. Et même aujourd'hui, à l'heure actuelle, je considère que je suis pas vraiment un expert. Tu vois. Même à l'heure actuelle, des fois, ça m'arrive de me dire, putain, mais Ilyes, t'es un illettré. Je te jure que des fois, je parle et dans ma tête, je suis en train de me dire, mais t'es un illettré. Putain, mais t'as pas réussi à dire ça. T'as pas réussi à aligner cette phrase. Putain, mais pourquoi ça te demande tant de réflexion de dire ça? Donc, même moi, même à l'heure actuelle, qui est énormément travaillé, je sais à quel point c'est dur d'atteindre un bon niveau d'expertise dans le domaine de la parole. Donc voilà. D'accord. Au niveau de ton processus, est-ce que tu peux détailler un petit peu, est-ce que tu avais un programme d'entraînement? Tu as fait l'analogie un petit peu avec la musculation, mais comment tu structurais ça? C'était, voilà, par exemple, pendant 10 minutes, je reproduis justement le discours de quelqu'un dont j'apprécie l'éloquence, ou tu te forçais justement à répéter des phrases. Je sais que tu as donné un site dans ta vidéo. Ouais. C'était quoi ton C'était process? ça. Je me réveillais le matin, je prenais mon petit déjeuner et après je faisais 10-15 minutes de articuler.com avec le stylo ou le coton-tige dans la bouche non-stop. 10-15 minutes le matin dès le réveil. Et après, tu sens directement. Déjà, t'as même pas besoin d'attendre des jours et des jours. Dès la première séance où tu le fais, tu sens que une fois que tu as retiré le stylo dans la bouche, j'aurais dû faire ça avant de commencer le podcast, carrément, j'aurais eu un petit peu plus d'éloquence, mais tu sens que t'es un peu plus libéré. Tu vois, tu sens que tu t'es libéré de quelque chose. Donc, moi, je faisais ça. Et puis après, quand je lisais, parce que forcément, j'ai beaucoup lu aussi, donc, je lisais beaucoup à voix haute. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je sais que les champions de lecture rapide, ils te diront faut pas lire à voix haute. Mais moi, mon avis sur la lecture rapide, et d'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo sur la lecture rapide. Je vais dire un petit peu ce que j'en pense. Mais voilà, lis à voix haute. Ouais, Ok. c'était ça les deux principales choses que je faisais. D'accord. T'as abordé le sujet du rap français. J'avais mis un petit point par rapport à ça parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on en parle. C'est quelque chose que t'as dit dans tes vidéos avoir consommé. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup consommé. J'en faisais même. Hein. J'ai participé, on va dire, un petit peu à tout ça. C'est quoi ton avis sur le rap français, et sur son impact, surtout sur les gens, sur la population actuelle, notre génération plus particulièrement? Mhm. Le rap français, en un mot, c'est de la merde. Après, je vais dire pourquoi c'est de la merde. Mais si aujourd'hui
il y a autant de voyous dans les rues, si aujourd'hui il y a autant de gens qui se promènent vêtus comme des racailles et qui parlent comme des racailles, je pense que le rap français y est en grande partie responsable. Parce que quand tu entends une phrase d'un gars qui dit oui, je vais sortir la calache, je sais même pas c'est quoi les paroles, ça fait des années j'en ai pas écouté, mais oui, moi et mon équipe on va te rafaler, tu vois les trucs comme ça. Quand tu entends ça à longueur de journée, tu te dis que c'est la norme dans ta tête. Comme disait Joseph Goebbels, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il reste une vérité. Enfin, il devient une vérité, pardon. Imagine entendre ça toute la journée. Imagine entendre ces paroles-là toute la journée. Tu te formates. Tu te formates à penser différemment. En plus, la personne qui te dit de faire ça, qui te dit oui, on va ramener mon équipe, on va te rafaler et tout. Même cette personne-là ne le fait pas. C'est juste un acteur. La majorité des rappeurs français, c'est ça aujourd'hui. Ils ont rien fait de leur vie. Ils ont squatté chez papa, maman. Un jour, ils se sont mis à rapper et ça a marché. Donc, et les jeunes aujourd'hui croient que ce qu'ils entendent dans les paroles, c'est la vérité et voilà. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Ouais, bah, le truc, c'est que ça s'est tellement propagé que même moi, j'ai pu le voir dans des endroits où justement, bah, j'ai pu habiter ou aller en cours dans certains endroits totalement, on va dire, habituellement bien fréquentés depuis des générations. Tu vois, tout le monde qui a commencé, voilà, à changer leur manière de s'habiller, leur manière de s'exprimer. Et c'est un peu une relation à double sens. Certains te diraient que c'est parce que justement, je sais pas, tu vois, les gens sont pauvres, qu'ils développent ce genre de comportement, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que tu vois, la plupart des gens que j'ai vus adopter à fond cette culture étaient pas du tout des gens pauvres forcément, et ça s'est vraiment propagé. Et ouais, ça fait partie maintenant, tu sais, de l'identité des gens profondes. Et là, par exemple, avec l'arrivée de la drill, bah tant mieux si tu connais pas trop, mais tu vois, ça a grave encore plus mis en avant, genre glorifié tous les comportements violents, tout, je sais pas, tu vois, toute la lâcheté, tout ce qui peut être en vrai de mauvais dans l'humain. Et tu vois, vu que par essence, en fait, le rap, c'est une musique contestataire, on va dire, ça veut pas être quelque chose où justement, bah, tu vois, le rap conscient, ça marche pas parce que c'est un peu à l'encontre, tu vois, de l'essence même du rap qui est de dire des trucs qui sont politiquement incorrects, tu vois. De base, voilà, c'est une musique où vraiment on va chercher un petit peu, tu sais, comme je sais pas, les punks, le rock à l'époque où, tu vois, le but c'était de pas faire comme la morale dictait de le faire. Mais ouais, au final, ça t'apporte rien de bon parce que quand t'écoutes ça, tu sais, ça te fait vraiment une promotion de ne pas travailler, de de te droguer, bah voilà, je sais pas, tu vois, d'essayer de t'armer, de vendre de la drogue, et puis tout le monde vit à travers, tu sais, cette fausse image là de Nino bis, et je sais pas, c'est ouais, c'est C'est la ridicule en vrai. promotion de la connerie, tout simplement. Hmm. Ouais, la promotion de la connerie. J'ai pas d'autre chose à te dire sur ça. Et en plus aussi, t'avais parlé de l'impact que ça a sur bah, justement les meufs qui bah, tu vois connaissent les paroles par cœur, etc. Comme c'est devenu la musique la plus populaire, même les enfants, tu vois, écoutent ce genre de choses, et ouais, ça s'instaure vraiment dans les mentalités. Et maintenant, tout le monde connaît le vocabulaire du dealer de base, midi, minuit, la bonbonne, machin. Ouais. Et ouais, en vrai, c'est fou comment ça peut influencer enfin toute une génération. Et c'est moi y compris, j'ai souvent été influencé aussi par. Bah, c'est comme tu l'as dit, à force de baigner, d'écouter ça, ensuite ça vient forcément un jour ou l'autre, c'est pencher dans la balance et faire un petit peu bouger tes Ouais. comportements d'un côté, quoi. Ouais. Quel que soit le média, plus le message est répété, plus le message est accepté. C'est exactement pareil comme en vente, hein. Tu sais, plus tu vois quelqu'un, plus tu vois la gueule de quelqu'un, et plus t'es susceptible d'acheter ses produits. Le rap, c'est exactement la même chose. Plus on va prêcher une parole dans ta tête, plus tu vas l'accepter et la reconnaître comme la norme. Tu vois. Les médias mainstream, c'est pareil. On va répéter que dans le monde il y a des atrocités. Alors oui, c'est vrai, il y a des atrocités, mais on va faire exprès d'amplifier ça juste pour créer un sentiment anxiogène en toi. Et là, tu vas te dire qu'en fait, oui, bah ça c'est la norme, tu vois. Alors que c'est pas forcément la norme. C'est juste, c'est la norme qu'on veut te montrer. Mais et ça se fait par la répétition. C'est comme j'ai dit, hein, on te le répète 10 fois, c'est un mensonge. On te le répète 10 000 fois, ça devient une vérité. Hmm. Et
t'as parlé justement dans tes vidéos de la jet médiatique, puis Ouais. même, voilà, t'as dit là avoir arrêté d'écouter du rap français. Comment tu t'y prends dans les faits? Parce que c'est assez difficile de se couper de ça, tu vois. Si par exemple là tu voulais pas entendre parler du conflit israélo-palestinien, c'était impossible, tu vois. C'était Ouais. partout, tout le monde vient t'en parler. Ouais, tu cliques sur une story, tu tombes dessus. Donc ouais, t'es quand même exposé à ça un minimum toi aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Hmm. C'est juste qu'en vrai tu vas pas activement aller te renseigner sur ces sujets, quoi, c'est ça. Exactement. Hmm. Exactement, je vais pas me renseigner. Moi, je me suis mis une chose dans la tête. C'est carrément la vision du stoïcisme. C'est, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux faire quelque chose, je le fais. Et si la situation ne dépend pas de moi, si je peux rien y faire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ça ne fait pas partie de mon monde, je ne veux rien en avoir à foutre. Parce que, oui, c'est triste. Oui, on va me dire, oui, mais tous les enfants qui meurent, etc. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Oui, mais oui, mais toutes les atrocités qui se passent. Oui, ok. Oui, c'est triste. C'est triste. Mais est-ce que je peux y faire quelque chose? Moi, c'est ma vision. Alors, je veux bien que tout le monde ne partage pas, tout le monde ne pense pas comme moi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un objectif. Aujourd'hui, j'ai un objectif. Je veux réussir. Je veux aider mes clients à réussir. Donc, tout ce qui vient se mettre en travers ou tout ce qu'il y a autour, ça m'intéresse pas. Vraiment, je peux rien y faire, ça m'intéresse pas. Je veux même pas avoir. C'est vraiment. Je sais pas quoi dire d'autre chose. Vraiment, ça m'intéresse pas. C'est quoi ta vision de la réussite? Ma vision de la réussite. Alors, en tant qu'homme, je vais parler en tant qu'homme. Hein. Peut-être qu'après je parlerai en tant que femme. Hmm. Mais même plus Ah, personnellement, tu vois, en tant ah, que toi-même. en tant que moi-même, c'est une vie sans regret. C'est, je sais très bien qu'un jour on sera plus là, et je veux me dire en partant que je n'ai pas de regret. Tu vois, je pense que le regret c'est la pire des choses, c'est le pire Je pense sentiment à que c'est avoir. possible. Non, mais c'est un idéal, tu vois. C'est un idéal. J'aurais toujours des petites choses où je me dirais ah ouais peut-être que si j'avais fait ça. Mais justement, je me lève tous les jours pour ne pas avoir de regrets. Je pense que il y aura toujours des petites choses où tu te diras ouais j'aurais pu mieux faire, mais il faut éviter les gros regrets. C'est le truc le plus important. Ouais. J'ai eu des gros regrets. Je vais pas en parler, mais j'ai eu des gros regrets et c'est ce qui m'a poussé à avoir cette vision de la réussite. Je veux plus en avoir, plus jamais. Dommage, ça a l'air d'être intéressant comment Ouais, tu présentes ça. ouais, Ça a l'air d'avoir joué beaucoup sur justement ta détermination. C'est intéressant que tu me dis ça parce que vraiment, juste avant que tu arrives, j'écoutais un podcast et tu parlais du fait que on pouvait pas éviter les regrets, mais qu'on les choisissait parce que, je vais utiliser un petit peu un vocabulaire business, mais dans la vie, on peut pas faire de A/B testing et on peut choisir qu'une seule voie et puis à la fin, tu verras si tu as réussi ou pas. ouais, Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai été inspiré à faire plusieurs choses. J'ai eu plusieurs centres d'intérêt, plusieurs ouais. domaines qui me passionnent. Et puis même là, encore aujourd'hui, je me questionne beaucoup par rapport à ça. Comment toi t'as fait, enfin, est-ce que t'es sûr du coup du chemin que tu veux emprunter ou comment tu vis cette chose du fait qu'on n'a qu'une seule voie, on peut pas faire plein de choses, je sais pas, peut-être que tu vois, il y en a qui aimeraient à la fois faire une carrière en politique, à la fois lancer un business, à la fois vivre la van life, la digital nomad life, etc. Et d'autres, je sais pas, devenir champion de sport de combat, tu vois, il y a tellement de possibilités que c'est dur, tu vois, de ne pas avoir de Oui, c'est ça regrets. qui rend la vie excitante. C'est ça qui rend la vie excitante, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais encore une fois, tu ne peux, comme tu l'as très bien dit, tu ne peux pas tout faire. Tu ne pourras jamais tout faire. Donc, est-ce que le fait que tu ne puisses pas tout faire, ça dépend de toi? Ça dépend pas de toi. Le temps, il est limité. Ça ne dépend pas de toi. Le temps ne dépend pas de toi. Tu n'as pas de contrôle sur le temps. Tu as le contrôle sur ce que tu vas faire de tes 24 heures, mais tu n'as pas le contrôle de la durée. Justement, ces 24 heures, c'est pas plus, c'est pas moins. Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend pas de toi. Ne te préoccupe pas de ça. Je me préoccupe pas de ce que j'aurais pu faire d'autre, comme j'estimais que actuellement ce que je fais aujourd'hui, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Si plus tard, je me rends compte qu'au final, c'était pas la meilleure voie à suivre, c'est pas grave. Ça dépendait pas de moi de pouvoir tout faire. Donc, donc non, je pense très sincèrement que actuellement, je suis en train de faire quelque chose qui me rend fier, quelque chose qui peut aider les autres, quelque chose qui va aider les autres, et c'est tout. C'est tout. Bien sûr que j'aurais pu faire autre chose, Ok. mais voilà, j'évalue que là, c'est le meilleur truc que je puisse faire actuellement, vraiment. Et si on rentre plus précisément dans les choses, t'as dit que tu voulais pas avoir de regrets, mais ça serait quoi, du coup,
la vision qui te drive, c'est-à-dire, enfin, ce serait quoi le lifestyle que t'aimerais vivre? Qu'est-ce qui te motive en réalité? La liberté. Bon, c'est assez bateau parce que tout le monde veut être libre. Oui, je veux être libre, la liberté, ne pas dépendre d'un patron, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, juste la liberté de pouvoir dire non. Tu vois, ça, j'ai pas envie de le faire, non. Plus d'options, plus de possibilités de choisir. Ouais, c'est ça. La possibilité de choisir, c'est pas on te dit quelle heure tu vas te réveiller, on te dit ce que tu vas faire. Tu vois, moi aujourd'hui, je me réveille très souvent tôt. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il m'arrive très souvent de me lever à 5h, 5h30 et d'aller à la salle à 6h. C'est moi qui l'ai choisi. Et ça change tout. Personne n'est venu me mettre un coup de pied au cul pour me dire réveille-toi et va t'entraîner. Non, c'est moi-même qui me le mets ce coup de pied au cul. Et ça, c'est un des plus beaux sentiments. L'autodiscipline. La majorité des gens sont disciplinés. On dit que la majorité des gens sont pas disciplinés. Ils sont disciplinés. C'est-à-dire que ils vont avoir une discipline qui va venir de l'extérieur. C'est le patron. C'est viens à cette heure-ci, sinon je ne te paye pas. Là, c'est moi-même. C'est lève-toi à cette heure-ci parce que sinon tu vas louper plein de choses. Et en plus, depuis que je me réveille le matin, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Enfin, depuis que je me réveille le matin, depuis que je me réveille très tôt dans le matin, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. J'ai l'impression que mes journées durent 2 fois. J'ai l'impression de vivre 48 heures par jour. Je te jure, tout le temps que je gagne en me levant tôt, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Je me rappelle, j'ai vu un petit extrait de toi où il y avait un invité précédent qui lui aussi se levait à 4h30. Bon, moi, je me lève pas à 4h30, je me lève plutôt vers 5h, 5h30, des fois 6h. Dans tous les cas, je me lève tôt aussi. Et donc, je peux parler des mêmes bénéfices, tu vois. Mais moi qui avant, lorsque j'ai commencé à vraiment ne plus dépendre d'un patron, je me levais vers 8h, 8h30. Tu vois, ça peut paraître assez tard. Mais en même temps, je travaillais aussi jusqu'à très tard. Il m'est arrivé une fois de finir ma journée à 5h du matin. Ah oui. Donc voilà, moi qui avant n'avais pas vraiment de rythme et qui juste travaillait sans compter les heures et travaillait jusqu'à l'échec, ben là le fait de me fixer moi-même cette autodiscipline là, ça change beaucoup de choses. Je suis pas celui qui va te dire oui, tu veux faire du développement personnel, tu fais de la méditation 30 minutes par jour, après tu prends une douche froide, après tu vas t'entraîner. Non, trouve ta routine. Trouve la chose qui toi va te rendre meilleur. Trouve la chose qui va te rendre efficace. On est tous différents. Moi, par exemple, je suis pas vraiment adepte de la douche froide. Ça m'est arrivé de la tester. J'ai testé la douche froide pendant plusieurs mois. J'ai vu que les bénéfices sur moi, c'était pas ouf. Pas senti des bénéfices de fou. Donc aujourd'hui, je prends des douches froides vraiment de temps en temps. Tu vois, la plupart du temps, c'est des douches tièdes. Après, de temps en temps, ça m'arrive de prendre des douches froides. Mais voilà, quelqu'un qui aujourd'hui me dirait, moi, depuis que je prends des douches froides, ça a changé ma vie et ça m'aide, je lui dirais continue. Tout dépend. Chacun a sa routine. Trouve la tienne, trouve celle qui fonctionne sur toi et répète-la. Hmm. En tout cas, je partage également le retour d'expérience sur le fait de se lever tôt, voilà, dans les alentours de 5 heures. C'est vrai que ça t'offre vraiment un début de matinée où t'es lucide, t'as de la clarté mentale. Il n'y a pas de bruit aux alentours, il n'y a pas de notification, il n'y a pas ta famille qui t'appelle, tes proches, tes amis. Et ça te permet vraiment de commencer la journée sur une autre optique et ça va vraiment jouer sur, ouais, sur ce que tu vas faire sur le reste, quoi. Car ouais, c'est intéressant. Petite pause, on est de retour. On va reprendre tranquillement sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la psychologie évolutionniste. Déjà, je voulais savoir par quel biais t'es arrivé à t'intéresser à ce sujet du coup. C'est les vidéos de Frédéric Delavier qui m'ont donné envie de m'y intéresser. Plus précisément, je me suis toujours posé des questions sur d'où est-ce que nous provenons, comment sommes-nous arrivés jusque-là. Et je voyais qu'il y avait des choses qui répondaient très bien. Il y avait les vidéos de Frédéric Delavier. Après, j'ai lu le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé, quoi. Ouais, à travers les vidéos et ensuite avec les livres. Ok, du coup, ouais, c'était sous le prisme des relations ou de la musculation? Parce qu'il parle un petit peu des deux, des fois, de la vie. Oui, oui. Au début, je l'ai regardé pour ses conseils en musculation, sa connaissance de la biomécanique, son combat aussi un petit peu contre les zététiciens. Je sais pas si tu as suivi un peu. J'ai suivi de loin le drama, mais c'est toujours je très drôle. suivais pas mal les zététiciens avant et de la vie en même temps, du coup, ouais, j'ai vu un petit peu. Et donc voilà, Frédéric Delavier, vidéo.
de vidéos de musculation. Ensuite, vidéos un petit peu sur les relations hommes-femmes, sur la société, sur la psychologie évolutionniste. Et ensuite, les livres. Hmm. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'éclaircir énormément de points de questionnement. Ouais, c'est vraiment le prisme par lequel tu prends n'importe quel comportement et tout est explicable, tout les émotions, les sentiments, le comportement des gens, tu vois, je trouve que c'est incroyable comment tout peut s'expliquer à travers ça. Et voilà, bah tu vois justement les relations, tu sais tous les paradoxes qu'on comprenait pas, je sais pas dans notre entourage, dans nos proches, dans la réaction des gens, tout s'explique par ça et puis même nos propres trucs. Ouais, c'est ça, ça t'aide à connaître les autres, mais ça t'aide avant tout à te connaître toi-même. Mm. C'est ça qui est fantastique. La majorité des gens ne se connaissent pas, ils ont des réactions, ils savent même pas pourquoi. Bon, même moi aujourd'hui qui ai assez exploré une bonne partie de la psychologie évolutionniste, en vrai, je connais rien. Mais dans tous les sujets, de toute façon, je me dis la même chose. Dans tous les sujets, je me dis ouais, j'en ai tellement exploré, mais à la fois, j'en sais tellement rien. Tu vois, c'est ça qui me donne envie d'en apprendre plus. C'est pour ça que moi, la lecture, c'est un truc qui m'a jamais, j'ai jamais été, je me suis jamais senti forcé de lire. Je me suis jamais senti forcé parce que quand j'ai vu toutes les découvertes que je pouvais avoir, quand je me suis rendu compte à quel point j'étais con, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est passionnant. On en apprend tellement. J'adore apprendre. Mm. C'est incroyable, hein. Mais personnellement, c'est le truc qui m'a maintenu dans les études aussi longtemps, c'est juste tu sais qu'on me donne un cadre où je puisse apprendre avec plus de liberté et que je puisse juste apprendre même le domaine que j'ai choisi, c'était juste parce que j'y connaissais pas en fait. Je connaissais pas trop l'économie, le business, tout ça. Je me suis dit bon bah si je comprends pas, j'allume la télé, ça parle d'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, j'avais choisi juste pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, voilà, un de mes plus gros plaisirs, c'est quand c'est vraiment tu comprends quelque chose et tu sais t'as un espèce de petit éclat dans ta tête et tu dis Ouais, ah ok ouais, tu sais, quand, d'accord. ce moment-là où t'as l'impression d'être intelligent, c'est fantastique. Tu sais, où tu connectes des points et tout, t'as l'impression que t'as la vision Ouais, claire sur tout le monde et puis le lendemain tu te rends compte qu'en vrai t'as rien compris à ouais, la voilà, vie. exactement. Et du coup, Mais c'est quoi est-ce que tu pourrais me donner quelques livres qui ont vraiment marqué ton parcours de vie, qui t'ont vraiment le plus influencé, le plus apporté? alors, le premier qui m'a marqué, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Hmm. Et tu en as forcément déjà entendu parler. Est-ce que tu l'as lu? Je l'ai lu, je l'ai lu. Fantastique. Je crois que je l'ai écouté une fois, je l'ai lu une deuxième fois. Et ouais, livre fantastique, mais je te laisse développer dessus. Ce qui est fantastique dans ce livre, et écoutez-moi bien si vous l'avez pas lu, écoutez vraiment bien ce que je vais dire. Ce qui est fantastique dans ce livre, c'est que tu peux lire un chapitre et l'appliquer tout de suite après. C'est totalement différent de tout ce qui est livre de business, livres même, je dirais même les livres de productivité, ou même les livres sur toute autre chose comme la confiance en soi, ou vraiment tous les sujets. Ce livre-là, tu lis un chapitre et directement tu peux en voir les bénéfices. Tu peux l'appliquer tout de suite après. Chez le premier interlocuteur que tu vas rencontrer, tu peux appliquer un des principes. Je crois qu'il y en a 30. Je crois que j'ai recopié les notes dans mon livre, donc enfin dans mes notes. Je crois qu'il y en a 30. Tu peux appliquer n'importe lequel et tu vas te rendre compte que ça marche. Et tu vas te rendre compte aussi, tu vas te rendre compte que ta connaissance des relations entre les humains, entre tous les individus, elle était nulle. Tout ce qu'on t'a appris, bah ça c'est le premier truc qu'on devrait t'apprendre à l'école. C'est comment parler à un individu. Quel comportement adopter. Tu vois? Par exemple, le fait de t'intéresser plus aux autres. Il y a une phrase qui est la première phrase d'un des principes, je crois que c'est le principe numéro 3, qui dit vous ferez plus d'amis en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en faisant tout pour que les autres s'intéressent à vous. Mais ça, on devrait nous l'apprendre dès le plus jeune âge. Comment ça se fait que j'ai appris ça à, je vais pas dire l'âge, je vais pas dire à quel âge je l'ai appris, mais comment ça se fait que j'ai appris ça alors que j'aurais dû l'apprendre 10 ans, 15 ans plus tôt? C'est pas normal. Donc, vraiment, si vous avez un livre à choisir, Comment se faire des amis. Le titre ne donne pas envie, je suis d'accord. On va lire ça. Moi, on m'a déjà vu, j'avais une collègue de travail qui me voyait le lire, parce que je lisais beaucoup au travail aussi, ça j'en ai pas parlé, mais là, franchement, si vous avez un taf où vous pouvez lire, c'est parfait. Vraiment. Genre, faites pas un truc où vous êtes debout toute la journée, où vous allez aller à droite à gauche.
Non, vraiment, faites un truc où essayez de faire un truc si vous avez le choix, où vous êtes posé, où vous pouvez lire. Parce que sinon, en plus de perdre de l'argent, parce qu'après vous allez aller dépenser votre argent, vu que vous n'avez aucune compétence en matière de finance, vous allez aller dépenser votre argent dans n'importe quoi. En plus de ça, vous allez perdre du temps, étant donné que vous ne faites pas quelque chose de productif pendant votre temps de travail. Donc, voilà, si j'avais un seul livre à recommander, comment se faire des amis. Mhm. Bon, le principe qui a vraiment remis en question quelque chose de c'était le fait en fait de débattre, tu vois, de vouloir avoir raison et de vouloir faire admettre des choses à des gens qui n'en avaient rien à foutre en fait. J'étais là constamment à essayer de prouver que j'avais raison, tu vois, un peu à la manière des zététiciens. Et parce que souvent j'étais intéressé par le fond du sujet beaucoup plus que sur voilà, tu vois, la forme ou justement l'intention qu'il y avait derrière. Et tu vois, en mec voilà un petit peu simple, je sais pas si tu connais le concept de Stéphane Edouard hétéro-binaire de base, tu vois, c'est si ta meuf elle vient de parler d'un truc, toi t'es là, tu vas répondre sur le sujet, alors qu'en fait tu sais c'est qu'un prétexte pour te faire comprendre quelque chose, genre. Et j'étais tout le temps comme ça à me prendre la tête, que ça soit tu vois avec ma mère, avec des gens comme ça, où je rencontrais des gens en soirée, je débattais de ces sujets bien trop importants pour les gens, pour pas qu'ils me détestent si je suis pas d'accord avec eux, tu vois. J'ai très bien compris, t'inquiète. Et ouais, et là je me suis dit ah mais en fait t'avais tout faux depuis le début, ça sert à rien. Tu veux amener la lumière sur toi, mais on s'en fout en fait, c'est pas le sujet. Si jamais tu te retrouves dans un cadre où quelqu'un s'intéresse et veut vraiment savoir voilà démêler le vrai du faux et se pose des questions, mais si c'est juste pour essayer de convaincre comme ça quelqu'un, surtout sur un truc où t'as pas d'argent à gagner derrière, je sais pas, il y a aucun autre avantage que d'avoir raison, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied et te mettre des gens à dos pour aucune raison quoi. Exactement. Mm. Comme écrit dans le livre, donc comment se faire des amis, homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. Mm. Les personnes sont plus attachées à leur amour propre qu'à la vérité. Donc rien ne sert à ce moment-là s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Un des principes d'ailleurs, l'intitulé, c'est laisser l'autre sauver la face. Même si tu es dans un débat avec quelqu'un d'autre, même s'il sait qu'il a tort, même si tu lui démontres par A plus B qu'il a tort, il va essayer quand même de se justifier parce qu'il aura, parce qu'il voudra, ce sera tout simplement son amour propre. Donc à ce moment-là, comme écrit aussi dans le livre, les gens sont pourvus d'orgueil et d'amour propre. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de porter atteinte à son amour propre ou à son orgueil. Donc voilà, n'essaie pas d'avoir raison, vraiment. Ouais, bah, Ouais. super livre. Est-ce que t'en avais un autre qui te venait en tête ou ça suffit pour toi? Un autre qui me vient en tête, avec lequel il faudrait avoir un peu plus d'expérience à mes yeux, c'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Quand je l'ai lu, je me suis rendu compte, à chaque chapitre, à chaque loi, je me suis rendu compte de toutes les erreurs que j'avais faites dans ma jeunesse. Par exemple, une des lois, je sais pas, je vais essayer de me souvenir d'une des lois et de trouver un exemple. Par exemple, un truc tout con. Loi numéro 3, je crois que c'est la loi numéro 3, dites-en toujours moins que nécessaire. On a l'habitude de dire des choses qui sont pas utiles et qui, en plus, pourraient être retournées contre nous un jour. Donc, ça, c'est quand j'ai lu cette loi, quand j'ai lu tous les exemples, parce qu'en plus, dans le livre, il y a toujours des petits moments respect de la loi, où il te montre une anecdote où le protagoniste de l'histoire a respecté cette loi, et une autre où c'est l'inverse, violation de la loi. Cette personne-là n'a pas respecté la loi. Et au final, ça lui a porté préjudice. Mais moi, je me suis rendu compte de toutes les fois dans ma vie où j'ai trop ouvert ma gueule. Et au final, où j'aurais peut-être dû la fermer, tu vois. Est-ce que du coup t'as une anecdote à partager à ce sujet-là? Où j'ai beaucoup trop ouvert ma gueule. Ouais, peut-être. Ouais, quand j'étais au lycée. Hmm. On me demandait, ouais, tu la trouves belle, elle? Moi, je répondais honnêtement, tu sais. Oui, je la trouve belle. Oui, je vais peut-être, ouais, peut-être qu'un jour, je pourrais tenter des trucs et essayer de la draguer, peut-être. Possible. L'heure d'après, elle était au courant. Hmm. L'heure d'après, elle était au courant que moi, Ilyes, je trouvais cette fille belle. Écoute, à ce moment-là, le jeu de séduction, il est mort, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Non, bah c'est vrai que c'est un bon exemple et c'est dur parce que souvent quand on fait ces erreurs, on n'en a même pas conscience.
Donc, faut déjà arriver à la première étape où t'es conscient de ce que tu vas dire, c'est tu prends un temps d'arrêt pour penser à ça. Puis voilà, même si tu le sais, ça veut pas dire que tu vas pas oublier. Et tu sais, dans l'action, justement, trop parler ou vouloir avoir raison ou vouloir toi défendre ton amour-propre et te mettre dans une situation au final préjudiciable. Mais c'est quoi ton processus de lecture? Ça m'intéresserait de savoir ça. La manière dont je lis un livre, Voilà, ta manière de lire, de prendre des notes. très intéressant. Alors avant même de commencer à lire, rien que déjà pour le choix du livre, je pars d'un problème que j'ai déjà actuellement. Parce que moi je lis pas pour le plaisir, même si ça me fait plaisir de lire, hein. Sincèrement, je passe de très très bons moments quand je lis, mais ce n'est pas ma motivation première. Je ne lis pas pour passer de bons moments. Je lis pour résoudre un problème, pour être capable de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Donc, je pars d'un problème que j'ai. Exemple, euh, je suis nul dans les relations sociales, comment se faire des amis, tu vois. J'ai une productivité de merde, je lis The One Thing, ou je lis Deep Work. Euh, je suis un clochard, bah, je vais lire L'autoroute du millionnaire, ou le personnel MBA, ou Père riche, Père pauvre, tu vois. Donc, voilà, ça c'est le processus pour le choix du livre. Une fois que je l'ai choisi, je le lis une première fois avec toujours le surligneur à la main, et je surligne les citations, les passages les plus importants. Ça c'est classique. Je le lis jusqu'à la fin. Du coup, tu lis toujours en physique? Ouais, je lis toujours en physique. Enfin, j'ai écouté quelques livres audio, mais majoritairement, j'en ai écouté beaucoup quand même. Mais je préfère vraiment la lecture physique. J'ai remarqué moi-même que je retiens beaucoup plus facilement les informations quand je les vois. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont retenir beaucoup plus en écoutant. Moi, je retiens beaucoup plus en visualisant. D'autant plus quand c'est surligné. En plus, si je lis et que je suis en train de faire autre chose, le problème, c'est que s'il y a une phrase qui est importante, bah, je vais devoir arrêter ce que je suis en train de faire, mettre pause et noter la phrase. Que là, je suis déjà en train de lire, je suis déjà sur le moment. Donc il y a déjà la phrase qui est en face de moi, je la surligne et hop, je passe à la suite. Et les livres digitaux, que ce soit un Ah, les Kindle ou lire e-books, sur un iPad, ton ordi, ouais, les e-books. ouais, jamais lu. J'en ai jamais lu un seul. Rien que déjà quand je vois format Kindle, tu peux pas surligner. Bah Tu peux pas si. surligner. Ah, tu peux surligner? Bah c'est pour ça que je consomme majoritairement justement les livres dans cette manière, c'est que enfin, je sais pas, tu veux que je te laisse terminer ton processus, ensuite je te dirai moi comment je m'y prends peut-être. Non, tu peux me le dire là maintenant. En gros, ce que Parce ouais, que moi, je voyais les personnes qui étaient dans les transports, qui avaient leur petit Kindle avec eux, et je les voyais à chaque fois aller de page en page, sans rien surligner. Je me suis dit, ah ouais, ce mode de lecture-là, il est pas top. Et tu vois, je suis parti du principe qu'on peut pas surligner. ok. Si tu peux, mais justement en fait l'intérêt c'est que par exemple t'as un logiciel qui s'appelle Readwise qui te permet de faire tu vois, une base de données de livres, par exemple, sur Notion. Ensuite, tu synchronises Readwise ta Kindle. Ça te met le livre et tous les passages que tu as surlignés. Et à partir de là, tu vois, c'est un petit peu mieux pour faire toi-même ton propre résumé de livre et prioriser les informations ou les retravailler et, tu vois, faire un truc peut-être plus actionnable à partir des points que tu as soulignés. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'utilise et c'est pour ça que ouais, je lis un peu moins en physique parce que derrière, tu vois, le processus de moi-même prendre les pages, à les réécrire, Ouais, il est plus fastidieux, ouais, quoi. c'est un peu plus long. Hmm. Ouais, c'est vrai. Hop, hop. Bah, c'est vrai qu'après, une fois que j'ai fini le livre, très souvent, je le note sur mon téléphone. Je repars de zéro et je feuillette les pages que j'ai surlignées et je reprends les notes à la main. Tu vois. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais même le fait de réécrire, bah, je retiens encore plus facilement. Donc, je retiens plus facilement. Le premier livre que j'ai vraiment à noter surligné, c'est Influence et manipulation. Et aujourd'hui, c'est un des livres que je connais le plus. Enfin, mes notes, je les connais quasiment par cœur. Je suis capable de t'expliquer n'importe quel principe comme ça, sans mes notes. Parce que c'est la première fois que j'ai pris des notes, vraiment, ça m'a marqué. Le fait de réécrire, de recopier, c'est ma manière d'apprendre et de mémoriser. C'est un livre que tu as revisité souvent ou vraiment la première fois que tu l'as fait, du coup, ça s'est imprégné avec le fait de l'avoir vraiment J'ai étudié. revu souvent les notes. J'ai revu souvent les notes. J'ai pas trop revu le livre une deuxième fois. Je l'ai lu une fois, j'ai surligné ce que j'avais à surligner, et puis après, le reste du temps, je lisais que les notes sur mon téléphone.
Ok. Et ok, bah je pourrais peut-être après te montrer un petit peu. J'ai deux trois petits trucs peut-être pour te mettre bien, on sait jamais Ouais, avec plaisir. sur la lecture. Et il y a un point que je voulais aborder sur la psychologie évolutionniste. Est-ce que tu es un peu familier du concept du gène égoïste? Tu vois, c'est Le gène égoïste? ouais. Non, j'aimerais bien que tu m'expliques. En fait, c'est le concept, c'est qu'on a un petit peu un moteur pour nos gènes et en fait, on a un petit peu comme une machine qui sert nos gènes à se reproduire. Exactement, Et oui, donc, ça, je tu suis vois, d'accord. on est un peu designé, entre guillemets, dans cette manière. Et donc, voilà, tu vois, d'où après, on peut expliquer plein de comportements, justement, sur le fait que tu vas te sentir triste quand tu es seul parce que c'est mauvais pour ta survie, ce genre de choses. Mhm. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, quand j'ai découvert ce principe, ça a quand même, tu sais, remis en question un petit peu, on va dire, le sens de la vie, globalement. Bah, c'est une grosse question, on va dire. Enfin, voilà, tu vois, je te pose pas non plus pour avoir la réponse. Mais j'aimerais un peu savoir, ouais, ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta philosophie de la vie, d'en apprendre plus sur ce sujet? D'en apprendre que si tu étais seul, tu avais de grandes chances de finir malheureux. Non, sur le fait que on est vraiment designé dans le process de se reproduire et que c'est un peu notre fonction première, en tout cas en tant que machine biologique, et que voilà, c'est un petit peu notre but en tant Ouais, qu'humain, quoi. oui. Du point de vue des gènes, le but, c'est de se perpétuer dans le temps. Et là, en gros, la question, c'est est-ce que ça a changé ma vie d'en apprendre plus sur ça? Ouais, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu, du coup, tu sais, ça remet un peu en question tu te sens un peu insignifiant, en vérité. Tu dis, ah ouais, je suis juste un moteur pour mes gènes. Au final, les gènes, elles se perpétuent, mais moi, dans le processus, on va Ouais, m'oublier, je ouais, vais exactement disparaître, tu oui, vois. exactement. Contrairement à certaines autres idéologies qui voudraient te faire croire que tu es le centre de l'univers. Exactement. Exactement. Bien sûr que ça a changé ma perspective des choses et ça m'a permis au contraire de relativiser sur la vie. Peut-être que certaines personnes, en apprenant beaucoup plus sur le sujet, comment dire, se seraient dit, putain, mais je suis une merde. En fait, je suis juste là pour être au service de mes gènes. Tu vois, moi, je me suis rendu compte de ça, certes, mais après, ça m'a permis de relativiser. Je me suis dit, au final, mon besoin de me reproduire, bah, je le comprends. Tu vois, et c'est comme le déterminisme. C'est comme se rendre compte du déterminisme un peu en étudiant la philosophie de Spinoza. Tu te dis, euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles j'ai un réel contrôle. Je suis très souvent déterminé sur certains de mes comportements. Et le fait de comprendre ton déterminisme, ça te permet, je dis pas que ça te permet de totalement le contrôler, mais ça te permet de t'en détacher un petit peu, de mieux le comprendre en tout cas. Et quand tu comprends qu'en fait, sur cette terre, tu n'es rien, t'es juste un pion de plus sur l'échiquier, t'es juste là pour perpétuer l'existence de tes gènes, bah c'est à ce moment-là que tu peux relativiser sur la vie. Tu peux dire, ouais, en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Tu Je veux vois? dire, ouais, Tu vois ce que je veux dire? ça t'a C'est offert que, un peu plus de légèreté, ouais, quoi. ouais, c'est ça, ça m'apporte un peu plus de légèreté. Tu vois, j'ai moins cette pression sur mes épaules. Je me dis, putain, en fait, la vie, C'est vrai, la c'est vie, pas si sérieux que ça, au final. la vie, c'est de la merde, faut dire la. Ouais, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, si, bah, c'est vrai que, en vrai, c'est, voilà, t'as un petit peu les deux voies. Soit tu déprimes, ou soit tu te dis, bon, au final, c'est pourquoi être aussi sérieux? Allez, tu sais, c'est comme ça, on est là, donc, je fais mon petit bonhomme de chemin, et Ouais, voilà. puis, c'est vrai que ça t'enlève un petit peu le Ouais, poids sur les épaules que ouais, t'as. Ouais, voilà. je comprends Moi, totalement ton point de vue. ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui prend vraiment la vie au sérieux. Honnêtement, je suis juste là pour accomplir ma mission que je me suis donnée moi-même. Mais je suis pas quelqu'un qui prend vraiment la vie au sérieux, qui va dramatiser sur certaines choses. Avant, je l'étais. Avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment, je pouvais stresser pour rien du tout. Et peut-être que le fait d'en connaître plus sur le monde, peut-être le fait d'en apprendre un peu plus, ça m'a permis d'être un peu plus indifférent des choses, tu vois. Pas vraiment beaucoup de choses qui m'affectent. Ok. C'est intéressant comme point de vue parce que, tu sais, d'un côté, on me dit ça et je suis assez d'accord avec toi, et d'un autre côté, on la prend entre guillemets un petit peu au sérieux, la vie. On essaye de mettre les bonnes habitudes en place, on essaye de se cultiver, on essaye de faire du sport. Ouais, on essaie de ne pas avoir de regrets aussi. Hmm.
Ouais. Mm. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Ouais. C'est paradoxal à un certain point. Hmm. T'as parlé de ça aussi. C'est plus dans, je sais plus, c'était dans une optique de séduction ou de business. Tu sais, d'être un paradoxe, Ouais, d'avoir du c'était en contraste, séduction. d'avoir du C'était en contraste. séduction, ouais. Vas-y, ça nous fait la Si. transition parfaite pour entrer dans le sujet de la Ouais, séduction. ça y est, ils attendaient que ça. Est-ce que tu peux un peu plus, voilà, épiloguer sur le sujet, c'est-à-dire Ouais, être un contraste? exactement. Alors, ce que j'ai dit, c'est quelque chose qui se retrouve dans le livre de Robert Greene, L'art de la séduction. C'est, je sais plus dans quel chapitre, mais c'est vraiment dans les premiers chapitres. Alors, ce livre-là, au début, tu as les différents profils de séducteurs. La figure charismatique, le dandy, le libertin, tout ça. Une fois que ça s'est expliqué, là, on rentre vraiment dans le processus de séduction. Et dans le processus de séduction, tu as vraiment, dès le début du processus, il faut que tu sois une personne inexplicable. Parce que c'est ce qui va donner du charme à ta personnalité. Tu vois, tu es quelqu'un qui ne se lie pas très 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 facilement. Moi, s'il y a bien un truc que toutes les récentes filles que j'ai fréquentées m'ont dit, c'est j'arrive pas à te cerner. Tu vois, je croyais que t'étais comme ça, mais en fait j'ai découvert cette autre phase de ta personnalité. Tu vois, j'ai découvert qu'en fait t'étais comme ça, t'étais comme ça. Tu vois, et c'est un peu ça que les filles aiment. C'est le mystère. Tu vois, c'est ça qu'on dit souvent. Il faut être mystérieux, il faut être mystérieux. Mais en vrai, les gens n'arrivent pas à expliquer ce qu'est réellement le mystère. Et le mystère, c'est tout simplement être un paradoxe. Être un paradoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, factuellement être capable de certaines choses d'une dureté. Là, on va pas parler d'un point de vue moral. Hein. Là, la morale, on l'a un petit peu oublié. D'être capable d'une certaine dureté, également d'être capable d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur. Tu vois, c'est ça qui est très 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 séducteur. Moi, on me dit souvent, j'ai commencé par l'accepter. Hein. J'ai parlé un petit peu de mon expérience avec les filles. Les filles me disent souvent que je suis un gros connard. Mais en même temps, d'un autre côté, elles me disent, j'ai jamais vu un mec qui m'a aussi bien traité que toi. Donc, il faut savoir, je suis un connard ou je suis quelqu'un qui traite extrêmement bien les filles. Et tu vois, c'est ça qui est inexplicable. C'est ça les choses qu'on peut pas vraiment expliquer avec des mots. Donc voilà le paradoxe. Hmm. Là, je suis d'accord. Même si on le prend sur, c'est une autre facette, bah, le fait de faire des contrastes, tu vois, des hauts et des bas dans le processus de séduction et puis même dans la relation, bah, ça crée une intensité émotionnelle qui, en général, fait que, voilà, ta partenaire, elle va être beaucoup plus impliquée dans la relation, tu vois, si ça fait un petit peu drama, un petit peu film, il se passe des trucs, tu vois, un jour t'es comme ça, un jour t'es comme ça, même sans se forcer, mais tu vois, en étant naturel et en n'en dévoilant pas trop, justement, juste ce que tu veux montrer, ouais, ça permet de, voilà, de créer plus d'intrigue sur toi. Exactement. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit plus on se connaît, plus on se quitte. C'est-à-dire une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a fait le tour, moi j'ai remarqué aussi, même moi, une fois que j'ai fait le tour d'une fille, que j'ai tout connu d'elle, que j'ai plus rien à découvrir, bah, des fois je m'en lasse. Et je connais très bien ce sentiment-là. On se désintéresse de ce que l'on a. Une phrase que j'aime bien, que j'ai peut-être déjà repris, je me souviens plus si je l'ai repris ou pas, mais qui se trouve dans un livre d'Arthur Schopenhauer, c'est l'art d'être heureux. C'est dès l'instant où on obtient l'objet de notre désir, ben seul l'instant où cette modification intervient nous émeut, comme un profond chagrin ou une vive allégresse. Mais tous deux s'évanouissent très vite car ils reposaient sur de l'illusion. Et le dernier mot, illusion, il est très intéressant. Parce que très peu d'entre nous sont mystérieux par nature. C'est ce que dit Robert Greene. Très peu d'entre nous sont mystérieux par nature. Le mystère se cultive, le mystère se développe. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les dernières filles avec qui j'ai fréquenté me qualifient comme quelqu'un de mystérieux, comme quelqu'un de difficile à cerner. Mais je sais très bien que je le suis pas de base. De base, je suis juste un incel qui n'arrivait pas à voir des filles quand il était à l'école parce qu'il était timide, qui n'osait pas les approcher et qui n'avait rien de réellement intéressant. Et qui ne savait pas tchatcher. Le mystère, je l'ai développé. À travers les actions que j'ai mis en place. À travers ce qui a fait de moi ce que je suis, les actions, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris. J'ai fait certaines choses qui n'avaient rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien exprimé. Si, super. Et t'as abordé un point dans lequel je me reconnais beaucoup, bah, c'est la désillusion
c'est justement quelque chose que moi j'ai traversé à plusieurs reprises et que je comprenais pas, qui était un petit peu tabou. Et je voyais tout le monde heureux à la première partenaire qu'ils rencontraient, tout se passe bien, donc ils sont satisfaits. Alors que, tu vois, moi justement, après la phase de flirt, bah, tu vois, il y avait une grosse chute. Bah, c'est un truc qui est assez connu en vrai pour les gens qui s'y connaissent en relation. Mais pour moi, quand j'étais pas encore dans ce monde, tout ça, tu vois, je me sentais un petit peu seul dans ce truc. Puis voilà, on va refaire le lien avec la psychologie évolutionniste, c'est qu'en vrai, on est câblé pour ça. On n'est pas câblé pour la monogamie exclusive. On est câblé pour la nouveauté, pour la recherche, pour aller conquérir, tu vois. La testostérone va nous pousser à aller, voilà, propager nos gènes dans le maximum, bah voilà, Ouais, mais ça fait pas plaisir aux gens d'entendre ça. c'est sûr, mais toi, du coup, comment tu te projettes par rapport à ça? Parce que, tu vois, la société est construite en sorte que qu'on fasse des enfants avec un partenaire, tu vois, il y a le mariage qui a été instauré, etc. Tu sais, c'est une norme sociale, Oui. puis tout est comme ça. Les gens vivent dans ce cas de figure. Puis même nous, on en a été issus, tu vois, et c'est le plus propice en Oui. vrai à Ouais. éduquer des enfants. Mm. Mais d'un autre côté, tu sais, ça peut genre compromettre notre bonheur parce qu'il y a clairement, tu sais, ils disent le mismatch. Je sais pas exactement comment le traduire, mais tu vois, c'est le décalage entre Ouais. comment nous on est construit biologiquement. Entre ce pourquoi t'es fait et ce pourquoi la société t'a créé. Hmm. Et c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Par rapport au mariage, la monogamie, Ouais. etc. Alors, je n'ai aucune pression en réalité à me mettre en couple, d'autant plus que je suis un homme. Je comprendrais qu'une femme de mon âge puisse avoir la pression à ce moment-là. Parce que l'horloge, elle tourne, parce qu'il faut trouver tout de suite un meilleur mari, parce que sinon, quand je vais avoir 30 ans, ben plus personne va me vouloir et la seule personne que je vais pouvoir recueillir, ce sera un bêta fragile à qui je vais, enfin qui va tout me donner, que je vais sécuriser, mais de temps en temps, je vais aller le tromper avec l'alpha parce que quand j'étais petit, ben quand j'étais jeune, ben moi c'était l'alpha que je voulais. Donc tu vois, ça c'est la totale différence entre une femme et un homme. On a un petit peu la chance d'être des hommes parce qu'on sait qu'en vrai, jusqu'à notre dernier souffle, on peut se reproduire. Jusqu'à notre dernière heure sur Terre, on peut se reproduire. Donc, j'ai pas du tout la pression à ce moment-là. Le mariage, j'y pense même pas. Je n'ai aucun intérêt à penser au mariage à mon âge. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Vraiment. Tu penses pas, mais t'as quand même eu une idée ou voilà, tu remets juste ça plus tard de te décider par rapport à ça? Ouais, je me pose pas la question. C'est étape par étape. Réussite et après on y pense. La réussite et après on y pense. Y a pas, je ne veux pas griller les étapes. Tu te dis pas que ça peut te distraire d'un point de vue business justement, tu sais, d'avoir cette porte ouverte où bah tu peux voilà, tu sais, les rencontres ça peut être assez chronophage, alors qu'en général quand bon une vie de couple aussi, en vérité donc ouais non en vrai c'est vrai que qu'au final ça se défend bien hein, comme point de vue. Mais ok. Après, là où ça peut être intéressant, c'est que tu as certaines femmes qui, d'un côté, il y a certains avantages à être en couple parce que tu ne vas même plus penser à la drague d'un côté. C'est ça que je voulais dire. Je sais que dans la vie d'un célibataire lambda, qui est, enfin, pas lambda vraiment, d'un célibataire qui veut devenir entrepreneur, il y a aussi le côté de, il faut quand même que j'ai des filles dans mon entourage. Et si la fille, je lui donne pas la relation qu'elle veut, ben, elle risque de se barrer. Tu vois. Ah, toi, tu le vois plus de sens là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, au contraire, enfin, si tu veux te focaliser justement sur un objectif de business et que tu dois faire une allocation d'au moins 90% de ton temps, le fait de pas combler, tu vois, ce besoin, ce désir que t'as d'avoir des présences féminines et de, même voilà, hein, le besoin sexuel, etc., fait que tu peux te distraire de ta mission principale qui est sûrement, tu vois, ton business. Donc toi, tu serais plus en mode focal 100% sur le business et pendant quelques années, on se coupe les couilles. Bah non, mais justement, au moins, si t'as une meuf, ça permet de pas avoir besoin de te couper les couilles et puis d'être focalisé quand même sur ton business. Ouais, ouais, justement, c'est ce que Non, mais c'est pour ça que c'est l'opinion que j'essaie de défendre justement. Ah, moi, je pensais que tu disais que fallait justement... Je disais que d'un côté, l'avantage à être en couple, c'est que tu peux oublier un peu ce côté je dois draguer, je dois avoir de nouvelles filles, etc. T'as ta compagne qui est présente
et qui viendra te donner un petit moment de légèreté. Je pense que c'est à ça qu'une femme doit servir dans la vie d'un homme qui veut réussir. Ça lui apporter un petit peu de légèreté. La vie d'un entrepreneur est assez dure. On se fixe beaucoup de charges. Et justement, la femme est là pour venir un petit peu nous délester pendant un temps. Donc, c'est à ce moment-là que je peux défendre le couple. Totalement d'accord. Est-ce que tu as une vision assez, on va dire, définie et de ce que serait pour toi une bonne partenaire? Parce qu'en vrai, il y a plusieurs modèles quand même. Tu vois, on va dire qu'il y a le modèle plus classique que tu viens de décrire, c'est-à-dire une grosse part de masculinité pour l'homme et une grosse part de féminité pour la femme. Donc voilà, la femme vient vraiment t'apporter la légèreté, l'innocence, te délester justement du stress que tu peux avoir dans ta vie compétitive. Mais il y a aussi, par exemple, en reparlant d'Alex Hormozy, tu vois, ils ont un couple que je trouve assez atypique et assez intéressant pour le coup, où ils sont à fond dans le business tous les deux. Puis ouais, on est membre justement des cerveaux, c'est là que je t'ai vu et que voilà, Ouais, on sur s'est le rencontrés. groupe Discord. Tu vois qu'aussi Nadir il est un peu dans ce même cas de figure, tu vois, de bosser à deux comme ça sur un projet commun. Est-ce que toi c'est quelque chose que t'envisagerais ou tu te dis que justement c'est un peu contraire, on va dire, au rôle naturel de, tu vois, D'avoir une femme à mes côtés qui bosse sur un projet commun au mien. hmm, et qui bosse beaucoup, tu vois, en mode à peu près comme un associé de business. Mhm. On va dire que ça serait normalement plus une relation qu'on retrouve entre hommes, tu vois, avec un esprit compétitif où t'as besoin qu'il se surpasse. Et c'est pas vraiment la vision traditionnelle de la fille féminine que tu vas garder chez toi et que tu vas préserver justement sa légèreté, son Ouais, innocence, etc. ouais. Très très dangereuse. C'est très très dangereux. Rares sont ceux qui arrivent à le faire. Rares sont ceux chez qui ça tient sur du long terme. Et si jamais on a l'idée de faire ça, il faut extrêmement, extrêmement bien choisir son partenaire. C'est pas avec n'importe qui que tu peux faire ça. Et je dirais pas que c'est impossible parce que certains le font. Tu m'as donné quelques exemples. En revanche, je ne donnerai pas non plus ce conseil parce que c'est très très risqué. Ouais. En ce qui me concerne, si je regarde mes dernières copines, moi je pense qu'avec ma dernière copine, en fait le seul problème de ma dernière copine c'est que je l'ai rencontrée trop tôt. Je pense que si moi j'avais 30 ans et qu'elle elle avait 25 ans, ouais, je pense que ça se serait un peu mieux passé. Ouais. Et t'as pas eu ce phénomène de aversion, tu sais, à la perte que t'as bien décrit dans une de tes vidéos. Ouais. C'est-à-dire que le processus de séduction quand t'es un homme, il est quand même assez fastidieux, écoutant en ressources, en temps, en investissement, en argent. Et Ouais. que justement, tu sais, quand tu tombes sur quelqu'un qui est pas mal, bah, tu peux te dire, ok, je me satisfais de ça et tu sais, au moins j'ai plus à faire les efforts en plus encore après. T'as pas eu ce truc du coup? Ah si si, bien sûr, on y pense. Forcément, on y pense toujours, à chaque instant. Mais c'est un sacrifice que j'étais prêt à prendre. J'ai longuement réfléchi et ça m'a pas dérangé au final. Ouais. Donc, faut vraiment avoir cette vision très très froid, surtout quand on est dans le business. Faut jamais mettre ses émotions dans le business. Dès lors qu'on met ses émotions dans son business ou dans sa réussite, on a de très grandes chances de finir perdant. Parce que nos émotions, on les contrôle pas. C'est très instable. Hmm. Donc vraiment, toujours être froid avec ses décisions. Et la décision de la personne qui va être à tes côtés, c'est très souvent une décision sentimentale. Et il faut arriver à être stratégique, à être froid, même vis-à-vis de la personne qui va t'accompagner. C'est pas une vision qui va plaire aux romantiques, c'est pas une vision qui va plaire aux fans de l'amour inconditionnel, etc. Mais c'est la mienne. Et c'est celle qui va me permettre de réussir. Ok. Je suis assez curieux de savoir, est-ce que t'as des modèles, des gens qui incarnent tes valeurs, des gens voilà, qui t'inspirent en particulier? Bien sûr, bien sûr. Je pense, qui n'a pas de modèle, vraiment? Même nos modèles ont des modèles. Bien sûr. Donc oui, après je suppose que tu vas me demander de les citer. Si tu veux, Ouais, si je comprends aussi que tu puisses vouloir garder ça personnellement. ouais, je pense citer quelques-uns. Déjà, le premier que je pense parmi les auteurs, c'est Robert Greene. Comme je l'ai souvent cité, avec les 48 lois du pouvoir, avec l'art de la séduction. C'est vraiment celui qui m'inspire.
au niveau de mon comportement dans la vie de tous les jours, au niveau de la manière de gérer ses émotions, la manière d'être très stratégique, très froid, de d'essayer de mettre de côté tout ce qui est sentiment, émotion. Hmm. Robert Greene m'inspire Moi, je beaucoup. l'ai pas vraiment étudié. J'ai lu aucun de ses livres en entier, sans te mentir. Ouais. Il y a quelques livres là que j'ai écoutés pour à peu près une trentaine de minutes. Mais est-ce que c'est quelque chose que lui-même a appliqué dans sa vie ou c'est quelque chose qu'il a analysé? C'est-à-dire, est-ce que lui, il a vécu à travers ses enseignements? Bah, il parle plus d'exemples historiques que de lui-même. Hmm. Il a pas beaucoup parlé de lui-même. Donc je pourrais pas te dire s'il a vraiment appliqué ça. Mais en tout cas, dans son analyse de l'histoire, dans son analyse aussi de notre époque actuelle, c'est plus quelque chose qui lui-même décrit. Tu vois, certains comportements à adopter, donc je sais pas si lui-même les applique dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, ce qu'il prêche, je trouve ça vraiment fort. Donc voilà. Il y a Robert Greene, il y a quelques autres auteurs aussi. Et après, là, on va un petit peu sortir du cadre développement personnel, on va un petit peu sortir du cadre tout ce qui est business, etc. Énormément de modèles que j'ai eu aussi, c'est depuis que je suis petit, c'est les super-héros. Ok. Ouais. Ouais, je suis un fan de super-héros, de comics. Avant de lire des livres d'éducation, je lisais des mangas, des comics, et j'ai tiré beaucoup d'inspiration de ces œuvres-là. Mm. Un héros en particulier du coup? Batman. Batman. Ouais, Ok. ouais. Et après, je peux en citer d'autres aussi. Tu préfères que je cite pourquoi est-ce que ça m'inspire, ou est-ce que tu préfères alors que j'en cite d'autres? Les deux, faisons-nous plaisir. Là, on Ouais. est aujourd'hui, tu Ouais. vois, on se fait plaisir. On va en profondeur sur les choses, c'est cool. Alors, ce qui m'inspire chez Batman, c'est vraiment aussi ce côté froid. Ce côté, je fais, je fais le bon choix. Je fais pas le choix qui me fait plaisir. Je fais pas le choix qui me rend heureux ou dans lequel mes émotions seront impliquées. Mais je fais le choix que j'ai estimé juste. C'est la stratégie. Et après, il y a le côté meilleur détective du monde. Tu vois, il y a le côté enquête qui d'ailleurs n'était pas exploité dans les anciens films. Les anciens films, je parle avant de celui de 2022, les anciens films de Batman n'exploitaient pas du tout ce côté détective. C'était juste ouais, le super-héros qui casse des bouches. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé les anciens films. Mais sinon, dans les comics, c'est vraiment le détective super intelligent. En fait, il a tout. Il est super complet. Limite, tu sais, c'est un humain, mais quand tu regardes tout ce qu'il sait faire, tu peux pas te dire que c'est un humain. Le gars, il a des compétences en médecine, il connaît toutes les maladies, il a une mémoire photographique, il peut se souvenir de tout. Et tu vois, quand je te cite des citations de livres, tu vois, dans mes vidéos, quand j'arrive à sortir des citations de livres de tête, sans même les rechercher, c'est limite ça sort de ma tête, tu vois. Bah à ce moment-là, j'ai l'impression de me sentir comme Batman, parce que je me dis, j'ai tellement étudié ça que j'arrive à m'en rappeler et à le ressortir. Tu vois, j'arrive à ressortir le paragraphe exact, limite la page. Je vais pas aller jusque là, j'ai pas non plus mémorisé les pages, mais il y a certaines citations où je me rappelle même de la page. Donc à ce moment-là, je me sens grave comme Batman. Et après il y a le côté richesse, etc. que j'aime bien aussi. Ok. Ouais, super intéressant, tu vois. En vrai, on en apprend grave sur les gens, tu vois, sur les valeurs qui priorisent et tout, tu vois. Là, ça en dit bien que justement, ça fait le lien avec les livres, etc. Que tu mets quand même, tu valorises ce côté de savoir, de culture, on va dire, d'être cultivé, Ouais. d'avoir des connaissances. Et ouais, c'est aussi un truc que je partage. Et ok, ok. C'est vrai que c'est un peu rare en plus, tu vois, des gens fans de comics. Je sais pas, en France en général déjà, mais c'est Mm. intéressant en tout cas. Bah ouais. Le paradoxe. On en parlait tout à l'heure. Le paradoxe. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Après, d'autres super-héros aussi, si tu veux qu'on en parle. Il y a Spider-Man. Spider-Man, c'est l'inverse de Batman dans le sens où c'est un galérien, tu vois. Bruce Wayne, il a tout. Il a tout. Il a la richesse, il a le prestige, il a les femmes. Bon, c'est un traumatisé de la tête parce que ses parents, ils se sont fait buter quand il avait 9 ans ou 11 ans. Ça dépend des adaptations. Mais sinon, quand on les regarde en façade, Peter Parker, c'est un petit peu le galérien. Hmm. Il Ouais, a, c'est plus cet archétype ouais, du loser ouais, qui est en train de se faire. exactement. Ouais. Il galère avec les meufs.
Euh, il doit faire un boulot qu'il aime pas trop. Il a un patron, Jonah Jameson, qui lui casse les couilles à longueur de journée. Même en tant que Spider-Man, il lui casse les couilles. C'est un hater. Je sais pas si tu connais bien l'univers. Ouais, je connais un petit peu, mais ouais, en tout cas, Mais assez pour cette référence. ouais. Et ce que j'aime bien chez Peter Parker, c'est qu'il me rappelle moi avant. Il me rappelle moi avant. Et son côté Spider-Man, il me rappelle moi plus tard. Je rigole. Ok, ok, bah c'est stylé. Bon, je pense que voilà, hein, j'ai abordé la majorité des sujets qu'on devait traiter. J'aimerais bien que tu refasses un petit peu un petit point sur tes projets pour la suite. Comme ça aussi, tu peux voilà t'adresser à l'audience si t'as des trucs à vouloir mettre en avant. Et puis voilà, on pourra arrêter le podcast. Alors, tu veux que je parle de mes projets pour la suite, c'est ça? Ouais, si t'as un truc voilà à promouvoir, si c'est tes prochaines vidéos ou quels sont tes projets pour le futur là? Alors, au niveau du court terme, mes projets pour la suite. Je vous remercie déjà si vous êtes restés jusque-là. Au niveau court terme, il y a une prochaine vidéo qui arrive sur l'échec, parce que je trouve que c'est quelque chose qui parle à énormément de gens. Nous y sommes tous confrontés. Et moi-même qui ai connu énormément d'échecs et qui ai réussi à m'en sortir, aujourd'hui je suis prêt à faire face à n'importe quel échec et je sais que j'ai le mindset qui me permettra de, de surpasser tout ça. Donc c'est très important pour que j'en parle. Deuxièmement, la prochaine vidéo qui va arriver à la suite de ça, ça sera, mais je l'avais dit tout à l'heure, moi je me rappelle plus, désolé, j'ai oublié. Et après mon projet long terme, c'est de m'installer comme étant une référence dans les thématiques que j'aborde. Donc voilà. Si vous êtes là aujourd'hui, j'ai même pas 1000 abonnés, mais vous allez me connaître. Quand on vous dira développement personnel, confiance en soi, etc., femme, vraiment, je vais m'imposer dans tout. Je vais devenir le meilleur dans tous les domaines. Et donc voilà. Ok, ok, Après, super. je garde un petit peu de secret. Tu vois, là, quand je parle, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit n'en dis pas trop. C'est Oui, pour ça que je sélectionne énormément les informations avant de les sortir. d'accord. Bon, bah, merci en tout cas d'être venu, c'était super cool et tu nous as appris plein de trucs intéressants. Est-ce que Avec plaisir. ça t'a plu de venir participer au podcast? Ouais, c'était super cool. Ok. Super cool.